vitamine D, je dois vous parler donc des vaccins, entre guillemets, je vais parler des vaccins parce que ça sera plus simple, à ARN messager. Alors, avant de vous parler des nouveaux vaccins, il faut que je vous explique comment déjà sont organisés les ARN messagers qu'on dit conventionnels et qui sont utilisés actuellement. Donc, je vais parler du vaccin, enfin l'injection vaccinale à ARN messager Comirnaty de Pfizer BioNTech. Il y a aussi le Spikevax de Moderna. Donc, on parle de vaccins ARN messagers conventionnels, mais bien sûr, ce ne sont pas des vaccins, ce sont des thérapies géniques, donc ils ne devraient pas être appelés vaccins. Et ils ont une structure un petit peu particulière. Donc, si vous voulez, ces ARN messagers, déjà, ils ont la structure suivante. Il y a deux extrémités, une extrémité qui s'appelle 5', une extrémité qui s'appelle 3'. Et vous avez du côté de l'extrémité 5', vous avez une coiffe. Et cette coiffe, c'est une séquence en fait d'ARN qui est très importante parce qu'elle va déterminer en fait la capacité ou non justement de cet ARN messager d'être traduit en protéines. C'est-à-dire que s'il n'y a pas de coiffe, il ne peut pas être traduit en protéines. En plus, cette coiffe est très importante parce que sa nature, c'est-à-dire sa structure chimique, va déterminer en fait sa sensibilité, la sensibilité donc, de l'ARN messager à l'immunité innée. C'est-à-dire que normalement un ARN messager est très inflammatoire et donc son potentiel hyper-inflammatoire peut être modulé justement en modifiant la structure de la coiffe. Et cette coiffe elle est importante aussi parce que elle va déterminer la production d'antigènes, c'est-à-dire de la protéine spike dans le cas des vaccins comme le Comirnaty ou le Spikevax. Alors après cette coiffe, vous avez un autre domaine qui s'appelle 5' nucléaire. Donc c'est une région de cet ARN qui va être importante pour l'efficacité translationnelle, c'est-à-dire la capacité en fait, je veux dire, des ribosomes à traduire l'ARN messager en protéine spike. Après, vous avez un autre domaine qui s'appelle ORF, c'est un cadre de lecture ouvert qui va coder pour la protéine spike. Alors celle des vaccins ARN messagers, donc Comirnaty et Spikevax, ce sont des protéines spike qui sont légèrement modifiées par rapport à la protéine spike naturelle du SARS-CoV-2, où il y a deux substitutions en position 986 et 987. Les deux résidus ont été remplacés par des prolinés. Donc c'est un acide aminé un petit peu particulier, c'est un aminoacide en fait. Et il faut savoir que cette région ORF code pour une protéine spike qui fait 1273 acides aminés. Donc en fait c'est comme un collier de perles qui contient 1273 perles. Tout en sachant qu'il existe en gros 20 types de perles différentes. Alors après cette région ORF, vous avez une autre région qui s'appelle 3' nucléaire de l'ARN donc messager, et cette région elle est très importante parce que elle est reconnue par les ARN interférents. Les ARN interférantes ont été primés cette année par un prix Nobel. L'année dernière c'était donc Catalina Carico et Drew Weissman qui avaient eu donc le prix Nobel pour la découverte, enfin pour la mise au point des ARN messagers vaccinaux, notamment la modification de dérivés de nucléotides, comme la méthylpseudouridine. Et cette année, donc, il y a eu un nouveau prix Nobel, c'est Andros et Ruvkun, et ils ont eu donc le prix Nobel parce qu'ils ont découvert les micro-ARN. Alors ces micro-ARN, c'est comme, ils font partie des ARN interférents. En fait, dans les ARN interférents, ceux qui sont capables justement de reconnaître la région 3' nucléaire des ARN messagers, il y en a deux types. Il y a l'ARN qu'on appelle le micro-ARN, donc le mi-ARN, celui qui a été découvert justement par Andros et Ruvkun. Et puis il y a le siARN qui est le petit ARN silencieux. Alors ce sont des tout petits ARN, ceux-là, la moyenne c'est 21 nucléotides pour le siARN et 22 nucléotides pour le mi-ARN, pour le micro-ARN. Donc après cette région justement des ARN interférents, qui est très très important, parce que si vous voulez, un ARN interférent, quand il se fixe sur la région 3' nucléaire, soit il bloque la traduction de l'ARN messager en protéine, donc là ça sera la protéine spike, soit il dégrade l'ARN messager en coupant juste en amont de la région 3' nucléaire. Et ça dépend de la complémentarité
entre l'ARN interférent et la région 3' unitaire. Quand il y a une complémentarité parfaite, c'est-à-dire vraiment un match parfait de l'appariement, à ce moment-là, il y a une coupure de l'ARN messager en amont de la région 3' unitaire. Si jamais la complémentarité n'est pas parfaite, à ce moment-là, il y a juste un blocage de la traduction de l'ARN messager, donc en protéine spike dans ce cas. Alors, après cette région 3' unitaire, il y a un autre domaine qui s'appelle POLIA. C'est une queue de polyadénosine, hein, on appelle queue de polyadénylation, et elle est généralement d'une longueur comprise entre 40 et 150 répétitions, hein, motifs répétitifs. Ça peut aller jusqu'à 2 ans en plus. Et en fait, cette extrémité polia, qui est à l'extrémité 3' justement de l'ARN messager, elle va être très très importante, parce qu'elle va déterminer la demi-vie de l'ARN messager. Voilà. Plus cette queue de polia est longue, et plus la demi-vie de l'ARN messager est importante. Donc on peut moduler en fait la durée de vie de ces ARN messagers en rallongeant plus ou moins cette queue. Alors il faut savoir que les ARN messagers donc vaccinaux qui sont utilisés en vaccination de masse, il faut savoir qu'ils n'ont strictement rien à voir avec les ARN messagers naturels. Parce qu'on a beaucoup entendu dire que les ARN messagers naturels, comme les ARN messagers vaccinaux, ben, ils étaient dégradés tout de suite, ils étaient juste assez stables pour permettre donc une traduction donc, de l'ARN messager en protéine spike, et après ils étaient dégradés donc, par des ribonucléases. En fait c'est faux. Ils sont beaucoup plus stables qu'un ARN messager naturel. Ils n'ont strictement rien à voir même avec un ARN messager naturel. D'abord, ils ont une queue polia qui est très longue. En plus, ils ont substitué une des 4 bases. Vous savez, en fait, les acides nucléiques, ils ont 4 bases. Hein. C'est ATGC pour l'ADN et AUGC pour les ARN. Donc là, c'est AUGC. Et elles se combinent entre elles, c'est A et U qui forment donc des paires, ou bien alors G et C qui forment des paires. Alors ce qu'ils ont fait, c'est que dans les vaccins donc de Pfizer ou de Moderna, ils ont modifié l'uridine. Alors l'uridine, c'est en fait c'est une base, hein, c'est l'uracile qui est couplé au ribose, donc ça c'est l'uridine. Et cette uridine, quand elle est couplée au phosphate, elle donne le nucléotide. Là, en fait, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont remplacé donc, cette fameuse uridine par un dérivé qui s'appelle méthyl-1-pseudo-uridine. Et c'est un dérivé qui pose énormément de problèmes. Et c'était connu bien avant 2019, c'est-à-dire bien avant le début de la pandémie, parce qu'il y avait déjà des articles qui avaient été publiés peut-être 10 ans avant, qui montraient qu'il y avait des problèmes, c'est-à-dire que le ribosome, qui fait partie de la machinerie cellulaire qui va lire l'ARN messager, ce ribosome se trompe et ne reconnaît pas bien la méthyl-1-pseudo-uridine. Et quand il se trompe, soit il incorpore un acide aminé quelconque à la place de l'acide aminé qu'il devrait incorporer, hein, c'est-à-dire que c'est comme une secrétaire qui fait des fautes d'orthographe et qui ne corrige pas. À ce moment-là, il va incorporer dans la protéine spike un acide aminé qui n'a strictement rien à voir avec celui qu'il aurait dû incorporer. Donc ça c'est problématique. Et puis il a été décrit le 6 décembre 2023 dans un article de Nature qui est très important parce qu'il aurait dû tout arrêter au niveau de la vaccination de masse avec les ARN messagers. Ils ont publié, ils ont décrit que en fait l'utilisation de la méthyl-1-pseudo-uridine entraînait des décalages de cadre de lecture de +1 et donc conduisait à la production de molécules inconnues en forte quantité, parce que c'est plus de 25% des molécules qui vont être produites, qui n'ont strictement rien à voir avec la protéine spike et dont on ne connaît pas la nature. Et le problème de ces molécules, qui sont des protéines fantômes, on parle de protéines aberrantes, c'est que justement, comme elles sont inconnues, elles peuvent stimuler le système immunitaire, comme le fait la protéine spike, et donc conduire justement, par exemple, à la production d'anticorps neutralisants, qui vont reconnaître donc des protéines fantômes. Et en cas d'immunité croisée, c'est-à-dire si ces anticorps neutralisant la protéine inconnue est capable d'agir sur une autre molécule, une hormone ou une autre protéine ou un récepteur de l'organisme, à ce moment-là, de dérégler donc, des voies métaboliques, ça peut conduire bien sûr à une auto-immunité, ça peut conduire à des cancers. Donc vous voyez un peu le problème. Parce que le ribosome, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il décode, en fait, il lit l'ARN messager. Et il lit l'ARN messager par triplé nucléotide.
Et chaque triplé de nucléotide va coder pour une perle particulière, c'est-à-dire un des 20 acides aminés. Mais ce qui se passe, c'est que le code génétique est dégénéré. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le ribosome peut lire deux triplés différents et incorporer la même perle. Voilà. Et là, le problème, c'est qu'il se trompe. Soit il se trompe, soit il saute le cadre de lecture. Et donc, quand il saute de plus 1 le cadre de lecture, ben, le triplet suivant qu'il va lire va strictement rien avoir avec le triplet qu'il aurait dû lire. Et ça conduit donc à l'incorporation d'un acide aminé qui n'a rien à voir avec la protéine spike. Et ça veut dire que toutes les perles qui vont être en aval, qui vont être incorporées, eh ben, vont strictement rien avoir à faire avec la protéine spike. Et donc ça va conduire à des espèces de chimères inconnues. Ça veut dire qu'on ne contrôle pas du tout ce qui est fabriqué. Il y a de la protéine spike qui est fabriquée, mais il y a tout un tas d'autres protéines qui sont fabriquées, dont on ne connaît pas la nature et qui peuvent également stimuler le système immunitaire. Donc c'est extrêmement problématique. D'autant plus qu'on sait, par exemple, qu'un ARN messager comme le Pfizer, il contient 4300 nucléotides à peu près. Vous voyez que la méthylène pseudouridine correspond à un nucléotide sur les 4, hein, un dérivé de nucléotide sur les 4. Donc vous voyez le nombre déjà de méthylène pseudouridine qui potentiellement peuvent faire des erreurs au niveau de la protéine spike. Donc ça, c'est justement cet ARN messager donc vaccinal, soit de Pfizer, soit Comirnaty. Alors pour ceux qui ont reçu des injections adultes du Comirnaty, ils ont reçu 30 microgrammes. 30 microgrammes, ça correspond à 14 000 milliards de molécules d'ARN. Donc c'est énorme, et c'est beaucoup plus qu'une infection naturelle. Hein. C'est-à-dire quand on est infecté naturellement, on reçoit beaucoup moins, on produit beaucoup moins de protéines spike. Là, c'est 14 000 milliards de molécules pour la forme adulte à 30 nanogrammes. Il faut savoir après que de 5 ans à 12 ans, on injecte un tiers de la dose, hein, c'est-à-dire 10 microgrammes, et de 6 mois à 5 ans révolus, on injecte le dixième de la dose, c'est-à-dire 3 microgrammes. Après, le Moderna, lui, on injecte beaucoup plus, on injecte 100 microgrammes. 100 microgrammes, ça correspond à 47 000 milliards de molécules d'ARN, ce qui est vraiment énorme. Alors ça, c'est pour faire le tour un petit peu d'horizon des ARN messagers. Donc vous voyez que ce sont des structures complexes. Quelle date du... Pardon? Nature, c'est quelle date, vous m'avez dit, l'article? Il est du 6 décembre 2023. Il aurait dû tout arrêter. Mais déjà, il n'aurait jamais dû commencer, parce que quand on regarde les travaux qui ont été publiés, justement sur des dérivés de nucléotides, on voit très bien que ça ne marchait pas. C'est-à-dire que tous les essais qui ont été faits chez les animaux, in vitro, montrent que ça ne marchait pas. Et puis ça a été démontré de façon vraiment formelle. Je vais vous donner un exemple très simple. C'est que quand le ribosome lit l'ARN messager, donc il décode les triplés, à chaque fois il incorpore donc une perle, un acide aminé, et puis il y a un codon stop, c'est-à-dire qu'il y a 3 triplés qui indiquent au ribosome de s'arrêter de lire. C'est-à-dire que c'est en fait la fin de la synthèse du collier de perles. Ces codons, c'est UAA, UGA et UAA. UAA, UGA et UGA, UAA et UAG. Et en fait, ce sont des condostops, et vous voyez que ces 3 codons, ils ont un U. U, c'est justement l'uracile, qui a été substitué donc, par la méthylène pseudouridine. Et à ce moment-là, il montre qu'il n'y a pas d'arrêt justement de la traduction de l'ARN messager en protéines. Ça veut dire clairement que le ribosome n'est pas capable de lire le codon stop. Voilà. Et ça a été montré aussi de plein d'autres manières, parce qu'ils ont incorporé justement ces dérivés de nucléotides, et ils ont vu que les acides aminés qui étaient réellement incorporés dans le collier de perles n'avaient rien à voir avec... L'histoire du cancer, ça s'arrête plus, quoi. Oui, oui, oui. Ben, le cancer, oui, c'est aussi induit par un dérèglement du système réunion-angiotensine, puisqu'il contrôle justement la différenciation cellulaire et puis la multiplication des cellules. Alors là, actuellement, ils sont en cours de développement, il y en a déjà qui sont prêts, hein, il y en a pas mal qui sont prêts, ils sont en cours de développement de 3 types de vaccins à ARN. Il y en a 3 types actuellement. Le premier type, qui est à mon avis le plus dangereux, c'est les ARN messagers auto-amplifiants. Après, il y a un deuxième type, c'est les ARN messagers transamplifiants. Et le troisième type, c'est les ARN messagers à pointe quantique de graphène. Ils sont tous en développement, et là, il y a déjà pas mal de vaccins qui sont prêts. Actuellement, au jour d'aujourd'hui, il y a 33 vaccins ARN messagers auto-amplifiants qui sont répertoriés.
Donc il y en a au moins 33, dont 4 pour traiter un cancer. Hein, ce qui est de la folie, mais bon, puisqu'on sait que c'est un vecteur justement de cancer. Alors, un ARN messager authentifiant, comment c'est fait? Donc l'ARN... non, ça va, il marche. Hein. Alors, donc... Est-ce que si je parle dans celui-ci... Ah oui. Alors, donc je vous ai décrit la structure d'un ARN messager dit conventionnel, en fait, qui sont complètement expérimentaux. Donc coiffe, région 5' région ORF qui va coder pour la spike, région 3' qui va coder pour l'adénylation. Alors, dans un vaccin ARN messager auto-amplifiant, ils ont rajouté un domaine entre la région 5' et la région ORF. Ils ont rajouté un long domaine, puisque globalement, si vous voulez, un ARN messager auto-amplifiant fait 3 à 5 fois la taille d'un ARN messager conventionnel pour coder les mêmes choses, sauf qu'on a rajouté donc un domaine qui va coder justement pour un complexe réplicase. Alors, ils ont rajouté donc un complexe réplicase au sein des ARN messagers pour en faire des ARN messagers auto-amplifiants. Alors, le complexe réplicase, qu'est-ce que c'est? C'est un ensemble de protéines non structurales. Généralement, il y en a 4, qui s'appellent NST1, NST2, NST3, NST4. Et ce sont 4 protéines qui agissent de concert. Et on les a rajoutées dans la séquence, justement, parce qu'elles ont une activité particulière. Alors, ces 4 protéines non structurales, elles peuvent venir de 2 types de virus, soit des flavivirus, soit des alphavirus. Et là, actuellement, les big pharma ont choisi les alphavirus. Et dans les alphavirus, il y en a 3 types qui sont utilisés. Il y a le virus Symbis, il y a le virus de la forêt de Sanofi et il y a le virus de l'encéphalite équine vénézuélienne. Et ils ont choisi le virus de l'encéphalite équine vénézuélienne. C'est ce complexe réplicase qu'on retrouve dans les ARN auto-amplifiants actuels. Alors, qu'est-ce que ça fait? En fait, un complexe réplicase, ça va être un complexe enzymatique de plusieurs molécules qui va conférer donc à ce complexe une activité ARN polymérase, ARN dépendante. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce complexe-là, il est capable de fabriquer de l'ARN à partir de l'ARN. Alors, en gros, quand on va vous injecter justement le vaccin, entre guillemets, ARN messager auto-amplifiant, on va généralement pas l'injecter seul, hein, puisque dans les vaccins Comirnaty, Pfizer, etc., donc je vous ai parlé d'ARN messager, mais l'ARN messager, en fait, c'est un polyanion, il est très chargé négativement, parce qu'il y a des groupements phosphates pour chaque nucléotide, et naturellement, il ne rentrerait pas dans la cellule. Il ne rentrerait pas dans la cellule parce que vous avez des phospholipides sur la membrane plasmique, et par répulsion de charge, il ne rentrerait pas. Et donc, il faut l'aider à rentrer. Et donc, pour l'aider à rentrer, on y met des nanoparticules lipidiques. Alors, ces nanoparticules lipidiques, elles ont plusieurs fonctions. Déjà, elles protègent l'ARN messager de la dégradation par les RNases. En plus, elles limitent la stimulation de l'immunité innée, hein, puisqu'elles protègent, elles cachent un petit peu l'ARN. En plus, elles neutralisent ces charges négatives, parce que dedans, vous avez du cholestérol, vous avez des phospholipides, vous avez des lipides pégylés et vous avez des lipides cationiques. Et ces lipides cationiques, ils interagissent justement avec les charges négatives de l'ARN messager pour le stabiliser. Et donc ça fait une espèce de gangue qui protège cet ARN messager et ça permet de vectoriser l'ARN messager dans la cellule, là où il va pouvoir être traduit par la machinerie cellulaire, justement en protéine spike. Alors là, dans l'ARN messager auto-amplifiant, on injecte cet ARN messager auto-amplifiant, on met aussi des nanoparticules lipidiques, et quand il rentre dans la cellule, il va y avoir donc une traduction de cet ARN messager auto-amplifiant par les ribosomes, et les ribosomes vont produire à la fois les protéines du complexe réplicase plus la protéine spike. Et ces protéines du complexe réplicase, qu'est-ce qu'elles vont faire? Elles vont fabriquer un nouveau brin d'ARN. En fait, comme c'est un complexe qui a une activité ARN polymérase, ARN dépendante, ça veut dire qu'elle fabrique de l'ARN à partir de l'ARN,
eh ben, elle copie l'ARN messager auto-amplifiant, elle fabrique le brin complémentaire qui va s'apparier, et ce brin complémentaire, il ne peut pas être traduit par les ribosomes, il n'est pas reconnu par les ribosomes parce qu'il est de polarité négative. Pour être reconnu par les ribosomes, il faut que ce soit de polarité positive. Par exemple, l'ARN messager auto-amplifiant, lui, est de polarité positive. C'est pour ça qu'il peut être traduit directement en protéine spike, en complexe réplicase. Donc, il va fabriquer ce brin complémentaire, justement, c'est un brin totalement complémentaire, en fait, de l'ARN messager auto-amplifiant. Et ce brin-là, qui n'a pas d'activité particulière, en fait, va servir d'amorce pour que le complexe réplicase puisse fabriquer son brin complémentaire. Et quand il fabrique son brin complémentaire, ben, en fait, il va fabriquer l'ARN messager auto-amplifiant. Ça veut dire qu'en fait, quand on vous injecte un ARN messager auto-amplifiant, eh ben, vous allez fabriquer en permanence du complexe réplicase et de la protéine spike. Ça veut dire que vous êtes une usine à fabriquer de l'ARN messager auto-amplifiant. Et normalement, ça ne s'arrête pas. Ça ne s'arrête pas. Alors normalement, les ARN messagers auto-amplifiants, normalement, ils n'incorporent pas de nucléotides modifiés. En théorie, parce que dans le vaccin SEDA dont je vous parlais, en fait, ils ont quand même justement un dérivé de nucléoside qui est en fait très probablement la méthylène pseudouridine. Il ne le mentionne pas, il marque juste nucléoside modifié sur la notice, mais en fait c'est de la méthylène pseudouridine, puisqu'il a déjà été accepté il y a presque 1 an et demi, et il y a 1 an et demi, en fait, c'était déjà la méthylène pseudouridine. Voilà. Donc vous voyez un peu le danger de ce système. Alors pourquoi normalement les vaccins ARN messager auto-amplifiants ne supportent pas la modification d'un nucléotide par un dérivé de nucléotide? C'est parce que justement, comme il y a des erreurs au niveau de la traduction, il y a des grosses erreurs et donc le système s'éteint très rapidement. Très rapidement, il n'y a plus de production justement de protéines spike et de complexes réplicase. Donc ça montre le problème justement qu'il y a avec l'utilisation de la méthylène pseudouridine ou d'autres dérivés de nucléosides. Mais dans le SEBA, ils ont utilisé justement, c'est un vaccin vétérinaire, un usage vétérinaire, ils ont utilisé aussi un analogue nucléosidique. Alors il y a autre chose aussi, il y a les vaccins ARN messagers transamplifiants. Alors les transamplifiants, eux, c'est exactement la même chose. Mais si vous voulez, un vaccin ARN messager auto-amplifiant est très difficile à fabriquer. Pourquoi? Parce qu'il est très gros. Hein, il fait 3 à 5 fois donc un ARN messager conventionnel, donc il est compliqué à faire. Et pour Big Pharma, le plus simple, c'est de coder sur un ARN messager le complexe réplicase, et puis d'utiliser un autre ARN messager plus court pour coder pour l'antigène. Donc quand c'est un vaccin anti-Covid, ben, ça va coder pour la protéine spike. Et donc pour eux, c'est très simple, parce qu'ils utilisent 2 ARN messagers, un pour la spike, un pour le complexe réplicase, et l'ARN messager qu'ils vont utiliser pour le complexe réplicase, ils vont pouvoir l'utiliser pour n'importe quel autre vaccin ARN messager. Il suffira juste de changer le deuxième ARN messager qui pourra coder pour tout autre antigène, par exemple l'antigène H5 pour, justement pour un vaccin contre le virus influenza. Voilà. Mais le principe reste le même, c'est-à-dire que c'est en fait un système qui permet de produire en permanence du complexe réplicase qui va être très délétère parce qu'il y a une activité ARN polymérase, ARN dépendante et qui va pouvoir activer d'autres choses dans l'organisme sans qu'on le sache. Et il y a un troisième vaccin qui est en cours de développement aussi, c'est les vaccins ARN messagers à point quantique de graphène. Alors en fait, ce sont des vaccins qui sont aussi effrayants. D'une part, on part de l'acide citrique, on fait une pyrolyse sur l'acide citrique, on obtient un dérivé qui a des charges positives et des charges négatives. Et cette structure, qui ressemble un petit peu à du graphène, cette structure est soumise à une carbonisation, et à cette partie-là, on arrive à du graphène. Et le graphène, hein, qui est en fait du carbone pur, hein, le graphène c'est du carbone pur, hein, c'est du carbone en ligne d'abeille. Ce graphène, il faut le fonctionnaliser. Et pour le fonctionnaliser, on peut utiliser tout un tas de réactifs chimiques. Et ce qui est utilisé actuellement, c'est du polyéthylénimine. C'est un dérivé donc, qui se fixe sur le graphène et qui amène plein de charges positives sur le graphène. Ça veut dire que c'est un graphène qui va être polycationique, hein, donc très basique, et il va pouvoir piéger les ARN messagers qui, eux, sont très acides, sont des polyamides.
Et donc ça va transporter les ARN messagers, ça va les stabiliser et ça va les transporter. Et donc on sait que le graphène est un sujet tabou, voilà, parce qu'on parle justement de graphène, d'oxyde de graphène dans les vaccins Comirnaty ou Spikevax. Il faut savoir que le graphène, c'est quelque chose de très particulier. C'est une substance qui a plein de propriétés qui sont assez étonnantes. Ça peut stocker de l'énergie, ça peut retransmettre de l'énergie, etc. Ça répond à des propriétés quantiques parce qu'il y a un électron qui circule en dehors justement des cycles de carbone à la vitesse de la lumière. Et donc ça permet justement de lui conférer des propriétés quantiques. Et ça veut dire que pour un vaccin justement à point quantique de graphène, on peut l'activer soit par des photons, donc de l'énergie lumineuse, mais on peut l'activer aussi par un champ magnétique ou par des ultrasons. Ça veut dire qu'on peut activer le vaccin à distance. Hein. Donc ça peut paraître fou, ça peut paraître être de la science-fiction, mais il y a des données scientifiques qui montrent que ça existe et que c'est quelque chose qui pourrait fonctionner. Voilà. Donc là, vous voyez un peu les trois types de dérivés. Alors, ce qui est grave, c'est que dans tous les vaccins, justement, où ils utilisent la méthylpseudouridine, ce qui a été démontré, c'est qu'elle est capable d'inhiber une protéine kinase R. C'est-à-dire que la présence dans un ARN messager de la protéine kinase R est très délétère parce qu'elle inhibe justement une protéine kinase R. Et la protéine kinase R, ça fait partie des systèmes de défense de notre organisme. Justement, notre organisme est équipé de systèmes de défense comme des récepteurs Toll-like qui sont sur les cellules de l'immunité, notamment l'immunité innée, et ça va reconnaître des motifs qui sont associés aux pathogènes. Hein, ça va être aux microbes. Ça peut être par exemple un mucopolysaccharide, ça va reconnaître différentes structures, des structures, par exemple, ça va reconnaître un ARN double brin, parce que c'est pas naturel, un ARN double brin. Donc quand la cellule voit un ARN double brin qui se balade, ça veut dire que la cellule comprend qu'elle est infectée. Et à ce moment-là, elle prévient les autres cellules avec des messagers chimiques, des interférons, etc. Voilà. Et donc, ce qu'il faut savoir, c'est que quand on utilise le dérivé méthylpseudouridine, ce qui est le cas du Comirnaty, du Spikevax, du vaccin actuel, par exemple, de Seva, ça inhibe justement l'activité de la protéine R. Et son activité, c'est qu'elle reconnaît par exemple des ARN double brin. Et quand elle voit des ARN double brin, donc elle sait que la cellule est infectée, et à ce moment-là, elle agit directement sur des facteurs de transcription qui bloquent la synthèse des protéines. Alors, elle bloque la synthèse des protéines parce qu'elle a compris que ce que va fabriquer la cellule, c'est des protéines microbiennes, puisque la cellule a été hackée par un microbe. Et donc, ça agit directement sur des facteurs de transcription, et donc ça bloque à la fois la synthèse des protéines et la mitose, c'est-à-dire la multiplication cellulaire. Ce système-là, justement, quand il est présent, ça induit quelque part une immunodéficience, justement, parce que ça inhibe un système de défense de l'organisme. Voilà. Donc, ça, c'est pour les différents vaccins. Alors, ce qu'ils ont fait aussi sur les vaccins de Pfizer et de Moderna, outre la présence de la méthylpseudouridine, ils ont modifié au maximum les codons. Donc, ils ont voulu coder la protéine Spike, mais ils ont modifié les codons, et pour ça, ils ont utilisé le code génétique dégénéré. Comme je vous l'ai dit, le code génétique dégénéré, ça veut dire que le ribosome, il peut reconnaître deux triplés différents de nucléotides et incorporer la même perle. Donc ça, c'est normal. Et donc, ils ont utilisé ce code génétique à chaque fois qu'ils le pouvaient pour introduire au sein de l'ARN messager vaccinal, entre guillemets, un maximum de G ou de C. Hein. Voilà, de cytosine ou de guanine, un maximum. Pourquoi? Parce que la liaison entre G et C est stabilisée par 3 liaisons hydrogènes, alors que les A et U, les A et T sont stabilisés que par 2 liaisons hydrogènes. Ça veut dire en fait que plus on rajoute des G et des C dans la séquence, et plus l'ARN messager va être stable. Et donc va être très, très résistant. Donc ils ont fait tout un tas de modifications justement pour qu'ils soient capables de produire un maximum de protéines Spike, et il a le défaut de ses qualités, c'est-à-dire qu'il est trop stable, et donc il fabrique énormément de protéines Spike. Alors normalement,
pour un ARN messager naturel, ce qui se passe, c'est que quand on a la lecture de l'ARN messager, vous avez le ribosome qui se met sur l'ARN messager et qui commence à décoder l'ARN messager et à introduire, à faire grossir le collier de perles, en rajoutant à chaque fois, à chaque lecture de triplet, une perle. Et en fait, ce qui se passe, c'est que là, sur un ARN messager, on peut avoir, sur le même ARN, on peut avoir 4 à 5 ribosomes qui se mettent à la queue leu sur le même ARN messager. Ça veut dire que globalement, en fait, un seul ARN messager peut produire 4 ou 5 protéines spike. Mais une fois que la ribambelle de ribosome a lu l'ARN messager, il y a un ordre de destruction de l'ARN messager. Et donc, il est clivé. Et ce qui se passe, c'est que toutes les modifications qui ont été faites, justement, dans les vaccins actuels qui ont été utilisés chez l'homme, toutes ces modifications font que l'ARN messager est trop stable et qu'en fait, il n'est pas dégradé lors de la première lecture. Et les bioinformaticiens japonais qui ont travaillé justement sur la stabilité de l'ARN messager estiment qu'au minimum, il y aurait 20 cycles de lecture, peut-être 30, peut-être 100, peut-être 1000. C'est-à-dire que l'ARN messager a été tellement modifié qu'ils n'arrivent pas à estimer la durée de vie en fait, d'un ARN messager de ce type. Hein. Mais ce qu'ils disent, c'est que c'est minimum 20 ou 30 fois. Quoi. Donc vous voyez la quantité de protéines spike qui peut être produite, hein, d'autant plus qu'on injecte 30 ou 100 microgrammes d'ARN messager, ce qui en fait déjà un nombre colossal. Et on a vu récemment, il y a une publication qui montre qu'on peut détecter après une injection vaccinale de la protéine spike, donc la protéine spike vaccinale, jusqu'à 709 jours après l'injection. Oui. Donc vous voyez, ça fait presque 2 ans après l'injection. Donc on voit que c'est très stable. Alors ça sous-tend qu'il y aurait aussi très probablement une intégration dans le génome, hein, puisque comme quand ça dure longtemps comme ça, on sait que ça peut être caché, notamment dans des bactéries, hein, puisque le virus SARS-CoV-2 est capable aussi de coloniser des bactéries. Il y a une activité bactériophage-like, et donc il peut se cacher dans des bactéries, le virus SARS-CoV-2, et donc être plus ou moins à l'abri du système immunitaire, parce qu'il est caché, il n'est pas visible du système immunitaire. Et c'est pour ça que quand on a eu une infection naturelle, il vaut mieux être traité par un macrolide, c'est-à-dire soit de l'azithromycine, soit de la clarithromycine. Pourquoi? C'est parce que ça permet de tuer justement des bactéries qui potentiellement peuvent héberger le virus SARS-CoV-2. Donc si ce sont des effets post-vaccinaux, à ce moment-là, il n'y a pas besoin de traitement d'azithromycine. Par contre, si ce sont des effets, par exemple un Covid long qui peut être à la fois post-vaccinal et post-infectieux, en tout cas, s'il y a une infection qui est associée donc, au Covid long, il faut faire un traitement à macrolide. Alors le macrolide, c'est un petit peu particulier, c'est une classe d'antibiotiques particulière, ça se fixe sur la spécificité 50S des ribosomes et ça bloque justement la production de protéines bactériennes. Et donc ça a un effet bactériostatique, mais à forte dose, c'est un effet bactéricide, et donc ça tue justement les bactéries. C'est pour ça qu'il ne faut pas utiliser n'importe quel antibiotique. Généralement, les médecins prescrivent de l'amoxicilline, hein, qui est une bêta-lactamine et qui n'agit pas du tout de la même manière. C'est justement un antibiotique qui, lui, inhibe la production de la muréline, qui est une couche de peptidoglycans qu'on retrouve à la surface des bactéries gram-positives. Bien que ce soit actif aussi sur des bactéries gram-négatives. Les gram-négatives, la différence par rapport aux gram-positives, qui est justement cette paroi de muréline, c'est qu'elles ont 2 membranes. Au milieu, elles ont un périplasme et elles ont une très fine couche de muréline au centre. Et donc, celles-là peuvent être pénétrées facilement justement par le SARS-CoV-2, qui arrive à franchir ces membranes. Voilà. Alors, pour en revenir donc aux vaccins auto-amplifiants, qui sont vraiment très problématiques à l'heure actuelle, il y en a 3 qui ont déjà été acceptés. Il y en a 33 donc, qui sont en développement. Contre des microbes, généralement ce sont contre des microbes, notamment des virus, mais il y a aussi, il y en a 4 qui sont en développement contre le cancer. Alors, il y a un vaccin donc à ARN messager auto-amplifiant qui a été accepté il y a à peu près 1 an et demi au Japon par les autorités japonaises, et il y a déjà plusieurs milliers de Japonais qui l'ont reçu.
Voilà, donc il est produit, donc c'est un vaccin ARN messager auto-amplifiant qui provient de deux firmes, une qui s'appelle Arcturus Therapeutics, qui est une société californienne, et l'autre s'appelle CSL. Et donc ça a été accepté, des milliers de Japonais ont été injectés avec ça. Ils s'injectent 5 microgrammes, donc avec des nanoparticules lipidiques. Et puis, ce vaccin, entre guillemets, a été accepté très récemment par l'EMA. Donc c'est en février, hein, c'est pas vieux, hein, c'était donc le mois dernier, ça a été accepté donc par l'EMA, et donc il arrive dans les pays européens. Et ça, bon, sont clairement des machines à tuer. Hein. Les auto-amplifiants, c'est vraiment fait pour déglinguer les gens. Hein. Alors, le piège, c'est qu'ils injectent des très faibles quantités. Des très faibles quantités, il y a deux choses. Il va stimuler le système immunitaire, hein, c'est un messager, il va y avoir la production de complexe réplicase, de l'antigène, donc il va stimuler le système immunitaire. Donc, si on cherche des anticorps neutralisants, on va en trouver. En tout cas, au début, on va trouver des anticorps neutralisants, mais parallèlement, il va déglinguer l'organisme. Et ça va être méchant, parce que ça va pouvoir induire des tas de pathologies, notamment auto-immunes, ça va pouvoir induire des tumeurs, enfin ce qu'on voit pour la Covid, empire, quoi. Hein. Donc vous avez des atteintes neurologiques, hein, neurodégénératives, vous avez donc des atteintes gastro-intestinales, cardiovasculaires, vous avez de l'auto-immunité, vous avez des tumeurs, enfin bon, vous avez toute la panoplie. Alors actuellement, donc il y a celui qui a été accepté en France, il s'appelle le Costed. Alors il y a un autre vaccin ARN messager auto-amplifiant qui provient d'une autre firme, c'est une firme vétérinaire qui s'appelle Ceva. C'est une société qui produit donc un vaccin ARN messager auto-amplifiant contre le virus de la grippe aviaire, et notamment il a été utilisé chez le canard. Hein. Donc chez le canard, on en a parlé tout à l'heure, ils ont vacciné 62 millions de canards, donc un peu moins de la moitié avec justement ce vaccin qui s'appelle Response de Ceva. Alors dedans, dans celui de Ceva, il y a des nanoparticules d'oxyde de fer, il y a du squalène, il y a aussi des lipides cationiques, et puis il y a un ARN messager auto-amplifiant qui lui va coder justement pour l'antigène H5. Le H c'est pour l'hémagglutinine, parce que pour les virus influenza, le H c'est l'hémagglutinine, le N c'est la neuraminidase. Donc il y a différents types d'hémagglutinine, différents types de neuraminidase. Et là, il a été développé, selon la notice, pour lutter contre le H5N8 hein, de canard. Mais ce vaccin, il peut être utilisé aussi pour d'autres volailles. Hein. Il peut être utilisé pour la poule. Voilà, donc ils n'ont pas l'autorisation de l'utiliser pour autre chose que le canard. À l'heure actuelle, il y a une activité qui expire donc, en avril de cette année, mais souvent les activités sont reconduites. Hein. Donc voilà. Alors il y a celui-là qui est en développement et qui existe déjà, hein, qui a déjà été injecté. Alors il y en a d'autres et c'est ça qui est inquiétant, c'est qu'il y a une autre plateforme qui fait aussi des vaccins ARN messagers auto-amplifiants. Seulement, il le cache. Il parle de particules d'ARN et c'est la société Merck qui fait ça, qui s'appelle le Sequivity. C'est Merck Animal Health, je crois que ça s'appelle. C'est une plateforme Sequivity, donc il parle de particules d'ARN, et il y en a deux qui existent déjà, qui sont utilisées chez les animaux domestiques, notamment chez le chat et le chien, mais pas en France. Donc sur le continent américain, c'est utilisé. Alors, ce sont donc deux vaccins ARN messagers auto-amplifiants qui s'appellent Nobivac. Il y en a un qui est dirigé contre la leucosphéline, et puis, donc ça c'est pour le chat, donc le FELV, et puis l'autre qui est dirigé contre l'antigène H3, et donc c'est pour lutter contre la grippe canine. Voilà, donc ceux-là sont très dangereux. Alors, on dit que ces vaccins, entre guillemets, à particules d'ARN sont géniaux parce qu'ils n'ont pas besoin d'adjuvants, ils n'ont pas besoin d'excipients. C'est-à-dire, ils n'ont pas besoin de nanoparticules lipidiques, etc. Mais je vais vous expliquer comment ils sont fabriqués et vous allez comprendre pourquoi ils n'ont pas besoin de tout ça. Alors, ce qu'il y a, c'est que ces plateformes, la fabrication est vraiment cachée.
C'est-à-dire que si vous allez sur Internet, vous allez avoir énormément de mal à trouver à quoi correspondent ces particules d'ARN. Parce qu'il y a beaucoup de descriptions dessus, y compris par des vidéos, mais quand on regarde les descriptions, quand on regarde les vidéos, c'est tellement succinct qu'on ne sait pas de quoi il s'agit. C'est-à-dire qu'à partir de ces vidéos, c'est impossible de savoir comment ça fonctionne. En fait, il faut aller dans des documents qui ont été émis par des autorités sanitaires pour comprendre comment ça fonctionne. En fait, ils partent d'un virus, c'est justement le virus de l'encéphalite équine vénézuélienne. Hein. Il faut savoir que donc il provoque des encéphalites, hein, c'est-à-dire des inflammations au niveau de l'encéphale chez les chevaux, mais il peut être responsable aussi d'encéphalite chez l'homme. Ça, c'est important à savoir. Alors, ils ont utilisé une souche atténuée de ce virus de l'encéphalite équine vénézuélienne. Une souche atténuée, c'est une souche qui est pas méchante, quoi. Hein. Elle est vivante, entre guillemets, parce qu'en fait, les virus ne sont pas vivants, mais disons que elle est infectieuse, mais elle n'est pas méchante. Et puis, parallèlement, ils utilisent une plateforme où ils prennent des plasmides d'ADN. Ils utilisent plusieurs plasmides d'ADN. Il y en a un qui va coder pour le complexe réplicase, l'autre qui va coder pour les glycoprotéines d'enveloppe du virus de l'encéphalite équine vénézuélienne. Il y en a une qui va coder pour un antibiotique, je crois que c'est la camélicie. Bon. Et ce qu'ils font, c'est qu'ils linéarisent ces plasmides d'ADN et les assemblent à la queue leu. Et ils rajoutent dedans, justement, une fraction d'ADN, le gène, qui va coder pour le fameux antigène dont on veut que la protéine soit produite. Par exemple, l'antigène H3 pour la grippe canine. Donc, en fait, à la fin, on aboutit donc à un ADN qui est complet, qui correspond à un ADN, il y a toute l'information génétique du virus de l'encéphalite équine vénézuélienne, plus la portion de gène qui va coder, par exemple, l'antigène H3. À partir de là, ils font agir la polymérase T7 ou bactériophage, et ils produisent le brin complémentaire d'ARN. Et c'est cet ARN-là qui va être, en fait, l'ARN, quelque part, l'ARN messager authentifiant. Et en fait, ils utilisent des cellules véro, ils injectent donc ce virus atténué, hein, de l'encéphalite équine vénézuélienne, plus, justement, l'ARN qui va coder pour donc les glycoprotéines d'enveloppe, etc., le complexe réplicase. Et à ce moment-là, après, ils vont récupérer justement des particules d'ARN, c'est-à-dire en fait des membranes qui correspondent aux cellules véro, et sur ces membranes, il va y avoir les glycoprotéines d'enveloppe du virus de l'encéphalite équine vénézuélienne. Et en fait, ces glycoprotéines, elles ciblent spécifiquement les cellules dendritiques. Les cellules dendritiques, c'est des cellules de l'immunité innée. Vous savez, l'immunité innée, c'est lorsqu'on rencontre un microbe, hein, que ce soit un virus, une bactérie, un champignon, un parasite, à ce moment-là, on a l'immunité innée qui se met en route. Et donc, elle est non spécifique et elle est très puissante. Elle est non spécifique et très puissante, notamment chez les enfants. Elle est très puissante parce que justement, les enfants ont une immunité innée qui est particulièrement puissante et c'est l'immunité naissante. Hein. Et elle repose sur certains types cellulaires. Elle repose sur les monocytes, les macrophages, les cellules dendritiques, les granulocytes, donc éosinophiles, basophiles, neutrophiles, les mastocytes et les cellules natural killers qui sont en interface avec l'immunité adaptative ou acquise, qui contient des lymphocytes T et qui produisent des anticorps, et les lymphocytes T. Donc, c'est des cartes auxiliaires, donc c'est des huit cytotoxiques. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que cette particule d'ARN, elle va cibler les cellules dendritiques. Et donc, elle va aller sur les cellules dendritiques. Et les cellules dendritiques, ce sont les championnes, ce sont des cellules présentatrices de l'antigène, et c'est les championnes, en fait, de la présentation de l'antigène. Et ce sont ces cellules dendritiques, justement, qui vont stimuler les lymphocytes B et les lymphocytes T, justement, pour que notre système immunitaire puisse se mobiliser contre l'antigène qui va être présenté, justement, par ce type de cellules, entre autres. Hein. Ce n'est pas les seuls à agir, mais voilà. Donc, ça va cibler spécifiquement ces cellules. Alors, ces plateformes-là, elles sont utilisées aussi pour des vaccins ARN messager authentifiants, pour le porc, pour les ovins, donc les bovins, les ovins aussi, les moutons, etc., et pour les volailles. Donc c'est en train de s'étendre de plus en plus. Et puis là, donc là, il y a une contamination donc, vraiment probable
de la nourriture, hein, puisque là, on va retrouver en fait des animaux qui vont être vaccinés entre guillemets à ARN messager. On va le retrouver dans les volailles, les ovins, les bovins, donc les canards, un petit peu partout. Donc ça va être quand même très dangereux. Et il faut savoir aussi ce qui existe, ce que les gens souvent ne savent pas, c'est qu'ils produisent même des vaccins à partir de plantes. Alors, il y a un vaccin anti-Covid qui existe déjà depuis longtemps, hein, qui existe depuis presque 2 ans, au Canada, parce qu'il n'a pas été autorisé en France. C'est un vaccin contre la protéine spike, hein, donc il n'est pas ARN messager, mais il produit de la protéine spike et c'est un vaccin anti-Covid. Et la plante sert de plateforme vaccinale. Alors ce qu'ils utilisent maintenant, ils utilisent soit la plante comme plateforme vaccinale, soit directement comme vaccin. C'est-à-dire que par exemple, ils prennent de la laitue, ils la modifient, on mange la laitue, on est vacciné. Donc vous voyez le danger, c'est-à-dire soit la plante va aider à fabriquer le vaccin, donc on va extraire le vaccin à partir de la plante, soit on utilise directement la plante, justement pour être vacciné. Et ils travaillent notamment sur 3 types de plantes, plus ou moins. Il y a le riz, il y a la laitue et les épinards. C'est les 3 principaux. Donc vous voyez un petit peu les risques. Bon, je suppose que vous avez. Oui, je pense que du coup, il y aura quelques questions parce que c'était très riche et très technique tout en étant bien détaillé. Alors, est-ce que vous êtes sous choc ou est-ce que... Non, c'est bon. Alors, il y a quand même un moyen, hein, comme je vous l'ai dit précédemment, de neutraliser tous ces ARN, quels qu'ils soient. Donc, il y a un moyen, et ce moyen-là peut vraiment neutraliser aussi bien les ARN messagers conventionnels que les ARN messagers auto-amplifiants, transamplifiants, quantiques de Barren, ça peut tout neutraliser. Ce sont justement les ARN interférents. Donc, comme je vous ai dit, il y a 2 types d'ARN interférents. Ils sont tout petits. Il y a les SIARN, ça s'appelle les petits ARN interférents. Donc, la taille moyenne, c'est 21 nucléotides. Et puis, il y a les MIARN, donc les micro-ARN, qui, eux, sont un petit peu plus gros. Généralement, en moyenne, ils font 22 nucléotides. Mais en général, ça varie de 19 à 25. Mais voilà. Alors, ceux-là, ils sont capables de reconnaître la région 3' UTR. Alors, ce qui se passe, la différence entre les deux, c'est que les micro-ARN qui ont été primés cette année, justement, par Ambros et Rufkun, qui ont eu le prix Nobel pour avoir découvert les micro-ARN. Alors, la différence entre les micro-ARN et les SIARN, qui tous les deux peuvent être utilisés pour neutraliser tout type de vaccin, c'est que les micro-ARN, ils sont codés dans notre génome. C'est-à-dire qu'on a identifié plus de 2000 gènes qui vont coder, en fait, pour des ARN, des micro-ARN, hein, donc des ARN interférents. Ils sont codés, vraiment, on a des gènes spécifiques qui vont coder pour des ARN interférents, des micro-ARN. Alors, on estime qu'il y a à peu près 2000 gènes, et on estime que ça couvre à peu près 60% du génome humain. Hein. Le génome humain, c'est 22 500 gènes. Mais dans la pratique, c'est évident que ça couvre, en fait, que ça couvre tout. Hein. Parce qu'on ne voit pas, la nature est quand même très bien faite, on ne voit pas pourquoi ça agirait sur 60% des gènes et pas les autres. D'autant plus que les micro-ARN, ils ont une particularité, c'est qu'ils peuvent reconnaître plusieurs ARN messagers. Parce qu'il n'y a pas de nécessité qu'il y ait une complémentarité parfaite. Hein, c'est-à-dire que ces micro-ARN qui font 22 nucléotides, il ne faut pas nécessairement que les 22 nucléotides s'apparient parfaitement avec les 22 nucléotides de la région 3' UTR, justement de l'ARN messager. Il peut y avoir donc des zones, justement, où il n'y a pas une complémentarité parfaite. Et ça permet justement à ce micro-ARN de reconnaître plusieurs ARN messagers. Alors, ce qui se passe, on a ça dans notre génome. Donc, en fait, dans notre génome, quand on fabrique justement ces micro-ARN, ce qui se passe, c'est qu'on fait une transcription du gène, donc on transcrit le gène et on obtient un ARN qui fait à peu près 1000 nucléotides. À partir de ces 1000 nucléotides, on a une enzyme, ça c'est dans le noyau cellulaire, qui s'appelle DROCHA, et qui vient en fait couper ce gros ARN, qui fait à peu près 1000 nucléotides, il vient le couper pour en faire un ARN qui fait moins de 100 nucléotides. Ah, je vais faire mon enzyme. Parce qu'il y a des zones qui s'apparient, et ça forme une espèce d'épingle à cheveux. Et donc là, il y a plus de 100 nucléotides. Après, quand il y a ces 100 nucléotides,
Ce qui se passe, c'est qu'on a un système dans le noyau qui s'appelle Exportin 5, qui fait sortir du noyau cellulaire dans le cytoplasme, justement, cette épingle d'HE2. Après, il y a une autre enzyme qui s'appelle Dicer, qui vient couper la tête de l'épingle, et il y a juste un brin bicaténaire d'ARN, donc très court, hein, justement entre 19 et 25 nucléotides. Et à ce moment-là, il y a c'est presque fini. Il y a une protéine qui vient se fixer dessus qui s'appelle l'argonate, et après il y a d'autres protéines qui viennent dessus, ça s'appelle un complexe risque, et à ce moment-là, ça libère les deux brins, et il y a un des brins qui est justement l'ARN interférent qui vient se fixer sur la région 3' et qui la bloque. Et si la complémentarité est parfaite, à ce moment-là, il détruit même l'ARN messager parce qu'il le coupe en amont de la région 3'. Autrement, il bloque juste la traduction si la complémentarité n'est pas parfaite. Alors chez les plantes, il y a ça aussi. Hein. Et les plantes, elles sont... La complémentarité doit être parfaite. Alors ça peut être fabriqué parce qu'il y a des tas de sociétés dans le monde qui fabriquent à la demande des acides nucléiques, ça peut être de l'ADN, ça peut être de l'ARN, où on peut commander des peptides, hein, on peut commander des fragments de protéines spike, ou protéines spike si vous voulez ajouter. Donc il y a des sociétés qui fabriquent à la demande, mais généralement c'est réservé pour les laboratoires de recherche. En tout cas, si c'est pas réservé que pour les laboratoires de recherche, c'est pas à l'usage humain, hein, normalement. Par contre, le problème, c'est qu'il faut connaître quand même quelle est la nature de la région 3', c'est-à-dire qu'il y a un code. Il y a un code. Il faut connaître ce code pour pouvoir fabriquer le brin qui s'adapte parfaitement justement à cette portion. Alors il y avait 3 personnes qui avaient levé la main. Déjà, on va y retourner là-bas. Parce qu'après, on a le Doc Lorigan qui est dans les coulisses, là, on part en vidéo, et qui attend entre deux consuls. Oui, bonjour et merci aux organisateurs déjà pour cette journée et bonjour et merci aux intervenants. Donc moi j'ai une double question. J'ai regardé de près l'ATU CEVA pour les canards et je me suis aperçue que en cible, la première cible c'était les poules. Et du coup j'ai interpellé donc déjà quid de ça. Enfin ça c'est la première question. Et la deuxième question, j'ai interpellé une enseigne bio pour leur demander où ils en étaient par rapport au vaccin ARN. Et alors la réponse qu'ils m'ont faite, c'est au niveau européen, ils ne font pas de différence entre les vaccins normaux et les vaccins ARN. C'est-à-dire que le bio n'est pas en mesure de nous garantir que leurs animaux ne sont pas vaccinés ARN. Je suis allée plus loin. Parce que c'est une enseigne qui se targue de 0 OGM, et je leur ai dit, avec la transcriptase inverse, etc., il y a risque d'OGM caché, et ils m'ont répondu que dans la loi légale, ils sont strictement 0 OGM, la réalité, ils s'en moquent, et ils m'ont dit qu'ils n'avaient, et là c'est ma deuxième question, qu'ils n'avaient aucun moyen de savoir, parce que même les vétérinaires, a priori, ne savaient pas ce qu'ils injectaient. Oui. Ben, ça, c'est pas normal, justement. C'est que normalement, ça doit être contrôlé, il doit y avoir une vérification. En fait, les autorités sanitaires, elles se basent uniquement sur les notices qui sont fournies par le fabricant, en fait, par le pharma. Et donc, ça veut dire qu'en fait, ils prennent le vaccin, ils considèrent, bon, ils ont une fiche technique, et ils considèrent que c'est bon, quoi. Or, c'est un gros problème, justement. Normalement, ces autorités sanitaires, elles devraient être là pour contrôler ce qu'il y a dans le flacon, ce qu'il y a réellement. Parce que même le codage qui code pour la salle, on ne sait pas pourquoi ça code, ils peuvent mettre n'importe quoi. Hein. Ils disent que ça code pour la protéine spike, on n'en sait rien parce qu'il n'y a pas de contrôle. Ils se reposent entièrement sur les fabricants. Et là, ça serait le travail de la MSM, justement, de vérifier le contenu du vaccin. Hein. Alors le riz, les épinards, les laitues, ils les ont maintenant. On les retrouve partout parce que le problème, c'est que ces ARN messagers, ils se baladent partout. Hein. Vous savez, là, ils poussent par exemple à l'injection des enfants, des femmes enceintes. Mais là, il a été décrit très récemment que sur les expérimentations sur la souris, c'est un mammifère, hein, comme nous, il a été montré que justement l'ARN messager vaccinal de Pfizer est capable de traverser le placenta. Il traverse le placenta et en plus il stimule le système immunitaire du fœtus.
Et donc il y a une stimulation active du système immunitaire du fœtus, donc de la souris, mais il y a aussi, il y a même un passage de l'immunité de la mère, en fait, de la souris, au fœtus. Donc il y a à la fois une immunisation active et une immunisation passive. Là, normalement, on aurait tout arrêté. Et ils recommandent encore la vaccination des femmes enceintes. Donc c'est de la folie, parce que pour les femmes enceintes, ils recommandent quand même un certain nombre d'injections. Ils recommandent par exemple l'injection justement du vaccin ARN messager, donc Comirnaty. Ils recommandent aussi le vaccin contre la bronchiolite, contre le virus respiratoire syncytial. Ils recommandent aussi justement contre bordélopertussis, donc contre les bactéries. La coqueluche, vaccin de la coqueluche, contre les bactéries. Et influenza avec 4 souches, 2 souches de type A et 2 souches de type B. Qui vont changer par 3 souches, 2 souches de type A, une souche de type B. Je vous remercie pour votre intervention très intéressante, mais aussi particulièrement effrayante. J'ai une question toute bête. C'est quels sont les objectifs de cette recherche sur les ARN, vous savez, les 3 types que vous avez dit, là, parce que c'est particulièrement effrayant. Ben oui. C'est sûr que ce sont des... Oui, c'est effrayant. Ben, de toute façon, ils n'auraient jamais dû utiliser déjà des ARN messagers conventionnels parce qu'il n'y a eu aucun succès dessus. En plus, bon, comme vous le savez, ça bloque pas la transmission, ça bloque pas l'infection, etc. C'est délétère, ça peut montrer parce qu'on ne contrôle rien. On ne contrôle pas la quantité d'antigènes produites, on ne contrôle pas où ça va, donc la diffusion, on ne connaît pas donc la biodistribution, on ne connaît pas le catabolisme, c'est-à-dire la dégradation de l'ennemi. C'est associé à des nanoparticules lipidiques qui en elles-mêmes sont délétères, et ça a été décrit scientifiquement. Il y a plein d'articles qui montrent que les nanoparticules lipidiques qui sont utilisées en fait sont délétères, et ça va un petit peu partout, y compris dans les organes reproducteurs. Alors, l'objectif, les plus complotistes diraient que c'est pour la dépopulation, parce que en tout cas, ça ne peut pas être sanitaire. Là, actuellement, jusqu'en 2030, ils disent qu'ils vont changer à peu près 500 vaccins, dont 120 en médecine humaine et les autres en médecine vétérinaire. Et ils veulent tous échanger par des vaccins ARN messagers. Sauf qu'il y a des tas de vaccins sur lesquels on a un recul de décennies et qui ne posent aucun problème. Donc il n'y a aucun intérêt de les remplacer par des vaccins ARN messagers qui utilisent des nouvelles technologies, qui ont montré que c'était très délétère, qui normalement n'auraient jamais dû être utilisés. Et le pire, c'est qu'ils développent les plus dangereux de tous, c'est-à-dire les autoconfiants. Là, on se dit qu'il y a un problème quand même. Ouais. Qu'est-ce qu'on cherche là, on est à 8,2 milliards là, actuellement. Et bon, j'ai entendu dire qu'il y a eu des documents déclassifiés de Kissinger en 1974. On disait que quand la population humaine approchera des 8 milliards, il faudrait procéder à quelque chose pour des populations. À 5 milliards. Concrètement, professeur, quelqu'un qui a été, entre parenthèses, piégé en étant vacciné, concrètement, quel serait l'antidote? Pour les... Quelqu'un qui a été vacciné quand son... Alors, l'antidote, moi, à mon avis, pour quelqu'un qui a reçu les injections, c'est déjà d'avoir un taux très élevé de vitamine D. Comme disait le professeur Anderson, ça, c'est vraiment la base. Il faut que ce soit au-dessus de 50 nanogrammes de calcium par ml, entre 50 et 100 nanogrammes. Donc, à ces doses-là, il n'y a pas de toxicité, puisque la toxicité, c'est à partir de 150 nanogrammes de calcium par ml. Et en plus, vous pouvez prendre la vitamine D avec la vitamine K2, aminactinum 7. Et la vitamine K2, elle empêche, en cas d'hypervitaminose D, les dépôts de calcium sur les tissus mous, l'apparition de calcul au rein. Donc, c'est tous les nerfs. Donc, c'est très important d'avoir un taux plasmatique élevé.
élevé. Il faut savoir que 80% de la population française est insuffisante ou carencée en vitamine D, c'est-à-dire avec un taux inférieur à 30 nanogrammes de calcium par ml. Pour la carence, c'est inférieur à 12 nanogrammes de calcium par ml. Donc ça, c'est la première condition parce que ça vous protégera de tout. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'une forme sévère, etc., mais en tout cas, ça va être extrêmement protecteur. Et parallèlement à ça, il faut prendre tout ce qui va bien pour faire bien fonctionner le système rénine-angiotensine. C'est-à-dire que ce qu'il faut prendre absolument avec la vitamine D, c'est du magnésium, 300 mg de magnésium, c'est 320 mg pour une femme, 360 mg pour un homme. Le magnésium est très très important et doit être pris avec la vitamine D parce que ce qui se passe... C'est tout ce qu'il y a dans ton livre. Non, c'est-à-dire qu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que 80% de la population est carencée ou insuffisante en vitamine D, et il y a aussi 80% de la population qui a une déficience en magnésium. Or, le magnésium est indispensable pour transformer la vitamine D qui est inactive en calcitriol qui est bioactif. C'est indispensable. La vitamine D, elle est inactive, la vitamine D3 ou la D2, donc cholécalciférol ou levocalciférol, c'est complètement inactif. Ça a besoin d'être métabolisé dans le foie et dans les reins. Et là, il y a deux enzymes, il y a une 25-hydroxylase et une 1-alpha-hydroxylase, donc hépatique et rénale, qui interviennent pour transformer donc, la vitamine D3 au calcidiol, c'est-à-dire en 25-hydroxyvitamine D3, puis en calcitriol, c'est-à-dire en 1-alpha-25-dihydroxyvitamine D3. Et c'est la seule forme active qui est capable de reconnaître le récepteur DDR, qui est à la surface du noyau cellulaire, pas de la cellule. Il est au niveau du noyau parce que la vitamine D va agir directement sur nos gènes. Il va activer ou réprimer des gènes, et le nombre de gènes qui vont être activés ou réprimés va complètement dépendre de la concentration plasmatique de vitamine D. Si vous êtes par exemple à 30 nanogrammes de calcium par ml, et ça a été déterminé expérimentalement, vous activez 280 gènes. Si vous êtes à 50 nanogrammes ou plus, vous activez plus de 1000 gènes. Et maintenant, on est à 2000 gènes qui potentiellement peuvent être modulés par la présence de la vitamine D, ce qui représente plus de 8% du génome humain. Donc c'est énorme. Alors avec ça, il faut prendre des antioxydants, c'est très important. Par exemple de la vitamine C, de l'acide ascorbique, qui va être très important. Parallèlement, il faut utiliser un deuxième type d'antioxydants, par exemple du N-acétylcystéine ou du glutathion, parce qu'eux ne piègent pas les mêmes radicaux libres, et donc ils vont protéger l'organisme de façon spectaculaire. Justement, quand on est vacciné, on a besoin d'être protégé. Et quand on est vacciné, etc., la protéine spike, elle induit en fait un dérèglement du système rénine-angiotensine. Et la vitamine D est extrêmement importante sur ce système parce qu'elle agit tout en amont de ce système. En fait, c'est un inhibiteur de la rénine qui transforme l'angiotensinogène en angiotensine 1. L'angiotensine 1, c'est le précurseur de l'angiotensine 2 qui stimule le récepteur ultra-délétère qui s'appelle ATRL. Et c'est pour ça qu'il faut prendre du NAC et du glutathion, avec idéalement de la taurine, il faut prendre des oméga 3, il faut prendre un complexe de vitamine B, si possible de l'iode aussi, parce que ça induit une déficience ou une carence en iode. Voilà, ça c'est pour être dans les conditions optimales. Et du zinc, bien sûr, du zinc aussi. Et la D, c'est la D3? Oui, alors la D3, c'est celle des mammifères. Et la D2, c'est celle des plantes. Alors les deux marchent. Les deux, la D3 ou la D2 marchent. Elles marchent. Alors il y en a qui veulent être bio et qui utilisent la D3 du lichen. Parce qu'on retrouve de la vitamine D dans le lichen. Mais en fait, ils se font avoir parce que le lichen, on parle toujours de D3, mais il a beaucoup plus de D2 que de D3. Il y a très très peu de D3, en fait, c'est la D2, qui est un peu moins active que la D3, notamment chez les mammifères. Certainement, elle est plus active chez la plante. Et puis maintenant, ils développent, vous savez qu'ils aiment bien les farines d'insectes, et là, justement, les larves de farine, là, ils sont utilisés pour produire de la vitamine D, de la vitamine D3. Là, il y a une société qui fait ça. En fait, ils utilisent ces vers de farine qu'ils exposent aux UV. Alors, ils peuvent être morts ou vivants. Ça marche dans les deux cas. Hein. Ce qui est logique parce qu'en fait, ils irradient aux UV la larve. Donc, voilà la larve de farine. Et en fait, elles ont du 7-hydrocholestérol qui est transformé par les UV justement en vitamine D3, vitamine D3. Et donc, ce qui est utilisé, c'est justement la larve complète. Après, ils sèchent la larve, il y a de la vitamine D, et ils détectent l'activité de la vitamine D. Ah oui.
Je vais revenir très rapidement sur le magret de canard et puis aussi sur la charcuterie, parce que les amis les cochons ont aussi droit au vaccin ARN maintenant. J'ai une inquiétude, c'est juste une hypothèse, mais on a pu observer chez l'humain que justement les protéines un peu aléatoires qui sont produites par différents défauts de cette technologie fabriquaient des prions ou quelque chose qui y ressemble, et on a des cas de Creutzfeldt-Jakob. Je connais indirectement quelqu'un qui en est décédé suite au vaccin. Donc on peut supposer que chez les animaux, on a le même phénomène, et donc l'étape suivante, c'est qu'on se retrouverait dans un scénario de vache folle à consommer ces animaux. Voilà, je sais, c'est une hypothèse, ça me paraît pas illogique, je ne sais pas ce que vous en pensez. Oui, de toute façon, on va retrouver les mêmes pathologies chez les animaux, hein, parce que les animaux qui sont injectés, les corps, etc., sont des mammifères, ils ont tous un système rénine-angiotensin, comme le nôtre, et en fait, ils fonctionnent de la même manière. Hein. Et puis là, par exemple, ils développent justement une molécule ARN messager pour inhiber la prolifération des archées qui produisent le méthane. Hein. Donc, dans le rumen des ruminants, donc il y a des tas de microbes, et notamment, donc, les ruminants produisent du méthane. Et donc, ils veulent agir sur la production de méthane, donc réduire les émissions de méthane, en inhibant en fait la prolifération des archées, qui sont des microbes, hein, qui sont des microbes qu'on retrouve donc, dans le rumen. Et donc, ils sont en train de faire strictement n'importe quoi, parce que là on essaie d'agir sur le métabolisme des vaches qui, avec Merci.